Il existe au Mexique des endroits qui ne figurent pas dans les brochures touristiques. Des endroits que la carte ignore. Ce sont des plis dans la géographie de l'oubli, où le temps ne passe pas, mais pourrit. Le Chiapas regorge de ces endroits. Au plus profond de la Sierra Madre, où le brouillard forme un mur blanc qui se lève chaque matin et engloutit tout, se trouve l'un de ces plis du monde. Un village sans nom officiel, que les habitants appellent simplement El Silencio, le silence. Et au sommet de la colline qui domine El Silencio, il y a une maison. Elle ne ressemble pas à une maison. Elle ressemble à une idée terrible qui a pris forme. C'est une tache d'adobe et de bois pourri dans l'infini vert. Une bosse sur le dos de la montagne. Les anciens disent qu'elle n'a pas été construite. Qu'elle a poussé de la terre une nuit de pleine lune, comme un champignon vénéneux. Les enfants ne jouent pas à proximité. Ils racontent des histoires d'une maison sans fenêtre, même si elle en a. Ils disent que la nuit, si vous collez votre oreille au sol, vous n'entendez ni les grillons, ni le vent. On entend un écho. Un seul écho. Un seul mot. Méndez. On l'appelle la maison des échos. Ah. D'autres, les plus âgés, l'appellent la maison de la prière tordue. Car à l'intérieur, pendant 70 ans, un nom de famille a été répété comme une prière sans Dieu. Comme un mantra pour invoquer le vide. Il y a des histoires que l'on cherche. Et il y a des histoires qui vous trouvent, qui vous assaillent au milieu de la nuit, qui vous collent à la peau comme le froid d'une tombe. C'est l'une de ces histoires. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vous demande pas de vous abonner pour aider une chaîne à se développer. Je ne vous demande pas un like pour satisfaire un algorithme impersonnel. Je vous demande de m'accompagner dans un acte de mémoire. Je vous demande de prêter votre âme un instant pour écouter un cri qui a mis 7 décennies à trouver une fissure par laquelle s'échapper. Un cri qui est né et mort dans la même gorge familiale. Voici l'histoire de la vieille femme du Chiapas. Et de la famille qui vivait dans la même maison, sous le même toit, respirant le même air vicié, où chaque membre, de l'arrière-grand-père au nouveau-né, partageait le même nom de famille, comme une condamnation héréditaire. La maison des Méndez. Officiellement, dans les quelques registres poussiéreux qui existent, ils apparaissent ainsi. Mais c'est un mensonge, une simplification. Car dans cette maison, il n'y avait pas d'individu. Il n'y avait pas de Manuel Méndez, de Rosa Méndez, de Juan Méndez. Il n'y avait que des Méndez. Le père était Méndez. La mère était Méndez. Le fils était Méndez. Une entité collective, un organisme unique composé de nombreux corps, unis par le sang et un silence plus épais que les murs en adobe. 70 ans. Pensez-y. 70 ans sans qu'aucun étranger ne franchisse le seuil. Le monde extérieur s'arrêtait à une grande pierre lisse à 100 mètres de l'entrée. C'est là que l'on déposait le gaz. C'est là que le facteur occasionnel déposait une notification du gouvernement que personne ne lirait. Cette pierre était la frontière. C'était la fin de notre monde et le début du vôtre. Un univers d'un seul mot, répété sur les visages, dans le sang, dans l'air. Méndez. 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 Un son qui, avec le temps, a cessé d'être un nom pour devenir le battement même de la maison. Mais tout silence, aussi profond soit-il, a un point de rupture. Toute phrase, aussi longue soit-elle, arrive à sa fin. En 2019, l'écho s'est brisé. L'onde de choc n'était ni un cri, ni un coup de feu, ni une explosion. C'était une question. Une simple question posée par une personne qui ne savait pas qu'il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Une jeune assistante sociale, fraîchement diplômée, avec un idéalisme encore intact,
a été envoyée dans ce coin oublié du Chiapas. Elle s'appelait Sofia. Et alors qu'elle examinait un recensement de population obsolète, ses yeux sont tombés sur une anomalie. Une tache d'encre numérique qui se répétait jusqu'à l'absurde. Une erreur dans le système, a-t-elle pensé. Elle ne savait pas que ce n'était pas une erreur. C'était une horreur. Et que sa curiosité n'était pas une simple correction administrative. C'était la clé qui était sur le point d'ouvrir la porte d'une tombe qui respirait dans l'obscurité depuis 70 ans. Sofia n'était pas venue à El Silencio pour sauver quelqu'un. Elle était venue pour fuir. Elle fuyait le bruit de Mexico. Elle fuyait un amour qui s'était brisé avec la même indifférence que l'on brise un verre. Elle fuyait le sentiment d'être un numéro parmi tant d'autres, dans une métropole de 20 millions d'âmes. Elle cherchait un endroit où son travail ferait une différence visible. Un endroit où un simple geste pourrait changer une vie. Elle trouva le Chiapas. Ou plutôt, la version du Chiapas vendue dans les livres. Un lieu de noble cause, de luttes ancestrales, d'une beauté qui fait mal. La réalité qui l'attendait était plus prosaïque. Un petit bureau aux murs couleur crème, taché par l'humidité. Un ventilateur de plafond qui grinçait à chaque tour. Et un groupe de collègues qui avaient perfectionné l'art de faire le minimum nécessaire pour que le système ne s'effondre pas. Ils avaient appris à survivre non pas en luttant contre la bureaucratie, mais en s'y adaptant. Comme des poissons dans une rivière boueuse. Le dossier des Mendez n'était pas un dossier. C'était une note de bas de page dans un rapport de recensement trimestriel. Une annexe numérique marquée en rouge par un programme informatique. Anomalie des données. Double identité potentielle dans le noyau familial. Cluster 17B. Vérification manuelle requise. Sofia, la nouvelle, celle qui avait encore de l'énergie, a été chargée de la vérification manuelle. « Ce n'est que de la paperasse, ma fille », lui dit son patron, Ricardo, un homme dont la moustache semblait se flétrir d'ennui. C'est sûrement une erreur du système. Un fonctionnaire d'il y a 30 ans a mal copié-collé les noms pour se faciliter la tâche. « Vaille, présente-toi, remplis le formulaire « Visite infructueuse » et cloue le cercueil sur cette affaire. » Sofia interrogea ses collègues. La première fut Martha, une femme d'une quarantaine d'années qui tricotait des chemises de crochet entre deux appels. « Les Mendes » dit-elle sans lever les yeux de son aiguille. « Ah oui. Ceux de la colline. Les Écosses. » Elle eut un petit rire. « Ne perds pas ton temps. Ils n'ouvrent à personne. » Mais n'est-ce pas notre travail d'insister? De vérifier qu'ils vont bien? Que les enfants vont à l'école? Qu'ils sont vaccinés? Demanda Sofia, avec une naïveté que Martha trouva presque attendrissante. Martha cessa de tricoter. Elle la regarda par-dessus ses lunettes. « Écoute, Sofia. Il y a 2 types de personnes ici. Celles qui demandent de l'aide et celles qui n'en demandent pas. Nous nous occupons des premières. Les secondes. Les secondes ont appris à vivre sans nous. Et c'est mieux ainsi. Pour elles et pour nous. Ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. » Le deuxième était Javier, un jeune homme qui passait plus de temps à consulter les offres de voitures sur son téléphone portable qu'à examiner les dossiers. « Ouf, on t'a envoyé chez les Mendes ?»« Quelle novation !» dit-il en mâchant un chewing-gum. « La légende dit que si tu t'approches trop près, le silence te colle à la peau. À ta place, j'irai au village, je prendrai un café, je remplirai le papier, et je dirai qu'il n'y avait personne. On l'a tous fait. Le système ne l'obstruait pas avec des murs. Il la séduisait avec des oreillers. Il lui offrait la voie facile. La complaisance confortable du « tout va bien ». Mais le mot « anomalie »
était resté gravé dans l'esprit de Sofia. Pour elle, une anomalie dans un recensement n'était pas une erreur. C'était une vie non racontée, une histoire qui refusait de rentrer dans les cases d'un formulaire. Et elle était venue ici pour écouter ces histoires. Alors, un mardi, sous un soleil de plomb, elle prit la camionnette Nissan délabrée avec le logo du gouvernement à moitié décollé. Elle roula sur la route principale jusqu'à ce qu'elle devienne un chemin de terre, puis un sentier caillouteux, enfin, une piste à peine visible dans les broussailles. Elle laissa la camionnette et se mit à marcher. L'air est devenu plus dense, plus humide. Le bruit du moteur fut remplacé par un bourdonnement d'insectes qui semblait provenir de la terre elle-même. Elle croisa un paysan qui descendait avec un âne chargé de bois. L'homme était vieux, la peau tannée comme du cuir. « Bonjour », dit Sofia. « Suis-je sur la bonne route pour aller chez les Mendes ?» L'homme s'arrêta. Ses petits yeux sombres la parcoururent de haut en bas. Il n'y avait aucune hostilité dans son regard. Il y avait quelque chose de plus ancien, une sorte de résignation. « La maison connaît le chemin, » dit-il, et il continua son chemin sans ajouter un mot. Sofia sentit un frisson la parcourir. La phrase n'avait aucun sens, mais elle resta gravée dans son esprit. Elle continua à monter. Le sentier devenait de plus en plus raide. Les branches des arbres s'entremêlaient au-dessus de sa tête, créant un tunnel d'ombre verte et humide. Le silence était presque total. Même les oiseaux ne chantaient pas. Et puis, elle la vit. La maison se trouvait au bout du sentier, dans une petite clairière. Sa première impression ne fut pas la peur, mais l'irréalité. C'était comme regarder une vieille photo, décolorée et floue. La maison ne semblait pas solide. Elle ressemblait à un souvenir sur le point de s'effacer. Les murs en adobe étaient incourbés, comme si la maison retenait son souffle. Le toit de tuiles cassées était une mosaïque de mousse et d'abandon. Et le silence. Ce n'était pas le silence de la campagne. C'était un silence artificiel, un silence pesant, comme celui qui règne sous l'eau. Sofia s'arrêta à quelques mètres. Son cœur, qui battait fort à cause de la montée, sembla soudain ralentir, contaminé par le calme du lieu. L'air sentait la terre humide, le bois pourri et autre chose. Une odeur faible, mais pénétrante. Une odeur de linge sale rangé depuis longtemps. De vie stagnante. Elle s'approcha de la porte. C'était une planche de bois massif, noircie par le soleil et la pluie. Elle n'avait ni poignée, ni heurtoir, ni sonnette. Rien qui invitait à entrer. Tout en elle était un refus, un point final. Elle respira profondément, essayant de calmer le tremblement qu'elle sentait dans ses mains. Elle se dit que ce n'était qu'une maison. Une vieille maison abandonnée, probablement. Mais elle savait qu'elle n'était pas abandonnée. Le recensement indiquait que des gens y vivaient. Elle leva la main et frappa. 3 fois. Toc, toc, toc. Le son fut absorbé par le bois. Et n'eut pas d'écho. Rien. Comme si elle avait frappé un morceau de viande. Elle attendit. Elle retint son souffle. Le bourdonnement des insectes avait cessé. Le monde entier semblait attendre avec elle. 1 minute, 2 minutes. Rien. Elle cria, et sa propre voix la fit sursauter. Elle semblait faible, artificielle. « Bonjour. Je m'appelle Sofia Mendoza, des services sociaux. Je viens de la mairie. » Silence. Elle était sur le point de faire demi-tour, de rédiger le rapport de « visite infructueuse » que son patron lui avait suggéré. C'est alors qu'elle l'entendit. Un bruit presque imperceptible. Le frottement d'une sandale sur un sol en terre battue. Puis un grincement.
le gémissement d'un bois qui n'avait pas bougé depuis des années. La porte ne s'ouvrit pas. Une petite fenêtre rectangulaire, à hauteur des yeux, coulissa sur le côté. Une planche de bois qui révéla une obscurité totale. Et au milieu de cette obscurité, un œil apparut. Un seul œil. Il ne bougeait pas. Il ne clignait pas. Un œil d'une couleur indéfinie, laiteuse, comme celui d'un poisson mort. Il ne la regardait pas. Il semblait regarder à travers elle. Sophia sentit son sang se glacer. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, une voix surgit de l'obscurité. Une voix qui ne semblait pas humaine. C'était un murmure sec, comme celui des feuilles emportées par le vent. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'était pas une phrase, c'était un verdict. Et avec la même lenteur, la planche de bois glissa à nouveau, fermant la fenêtre. Clic. L'obscurité redevint totale. Sophia resta pétrifiée. Ce n'était pas le rejet qui l'avait paralysée, c'était l'absence totale d'émotion, l'indifférence totale de cet œil, de cette voix. C'était comme si elle avait parlé à une pierre, et que la pierre lui avait répondu. Elle fit demi-tour et courut presque sur le sentier. Elle ne regarda pas en arrière. Elle sentait cet œil rivé sur sa nuque. Elle arriva au bureau, le cœur battant à tout rompre et les vêtements collés à la peau par une sueur froide. Elle s'assit à son bureau et essaya d'écrire le rapport. Ses mains tremblaient tellement que les lettres dansaient sur l'écran. Visite effectuée. Aucune réponse obtenue. C'était la vérité. Et c'était le plus gros mensonge qu'il ait jamais écrit. Le retour au bureau fut comme se réveiller d'un cauchemar pour entrer dans un autre. Un cauchemar fait de lumière fluorescente, d'air conditionné vicié et de la douce indifférence de ses collègues. Sophia s'assit sur sa chaise. Mais elle ne pouvait pas rester tranquille. L'œil laiteux la suivait. La voix des feuilles sèches murmurait dans sa nuque. Ce n'est pas nécessaire. Elle ressentait une urgence fiévreuse, une certitude viscérale que derrière cette porte se cachait une horreur qui ne pouvait être ignorée. Elle s'approcha du bureau de Ricardo. « Je dois y retourner », dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Il y a des gens là-bas. »« Je le sais, j'ai vu quelqu'un, je les ai entendus. » Ricardo leva les yeux de son mot croisé. Il la regarda avec une patience condescendante. « Sophia, Sophia, soupira-t-il, comme s'il s'adressait à une enfant têtue. Tu as fait ta visite. Ils ne t'ont pas ouvert. Fin de l'histoire. Rédige ton rapport. Classe-le. Prends une autre affaire. J'en ai une ici sur un litige foncier, très passionnant. Je ne vais pas le classer, répliqua-t-elle. Vous n'avez pas vu cet œil. Vous n'avez pas senti le silence qui régnait dans cet endroit. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Il y a des choses terriblement mauvaises dans toute la Sierra, dit-il en haussant le ton. Il y a la pauvreté, la malnutrition, l'alcoolisme. Il y a une centaine de dossiers ouverts sur ton bureau qui ont besoin de ton attention. Des familles qui demandent de l'aide. Et vous vous obsédez sur la seule qui vous demande explicitement de la laisser tranquille? Vous ne voyez pas l'ironie? Ce n'est pas de l'ironie, c'est un signal d'alarme, insista Sophia, sentant la frustration monter dans sa gorge. Ricardo se cala dans son fauteuil, le craquement du simili-cuir remplissant le silence du bureau. « Écoute-moi bien, petite, parce que je ne te le dirai qu'une seule fois. Ce travail, ce n'est pas être un héros, c'est gérer le désastre. C'est mettre des pansements sur des blessures par balle. On choisit nos combats. Et ça, ce n'est pas un combat. C'est un trou noir. Ne mets pas ta main là-dedans, parce qu'il va te l'arracher.
lui tourna le dos. Pour lui, la conversation était terminée. Sofia resta debout près de son bureau, tremblant de rage et d'impuissance. Le système n'était pas un mur. C'était un sédatif. Il voulait l'endormir. Il voulait qu'elle accepte qu'il y a des portes qu'il vaut mieux ne pas ouvrir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle passa des heures dans le bureau vide, sous la lumière d'une seule lampe entourée de fantômes de papier. Elle passa en revue chaque loi, chaque règlement, chaque manuel de procédure qu'elle put trouver. Elle cherchait une faille. Un mot oublié. Un outil que le système lui-même, dans sa complexité labyrinthique, lui aurait laissé par inadvertance. Les pages sentaient la poussière et le temps. Les lettres s'estompaient sous l'effet de la fatigue. Et à 3 heures du matin, elle le trouva. Enfoui dans une annexe de la loi sur la santé publique de l'État. Un document de 1987 que personne n'avait pris la peine de mettre à jour. Article 114, sous-section C. En cas de suspicion fondée de risques sanitaires ou de conditions insalubres pouvant affecter des mineurs non enregistrés ou non inscrits au système de vaccination, un agent de santé publique, en collaboration avec un agent de sécurité municipale, aura le pouvoir d'effectuer une inspection visuelle du domicile afin de vérifier l'état de des mineurs et les conditions de l'environnement. C'était parfait. Il ne parlait pas de permission, il parlait de pouvoir. Ce n'était pas une demande, c'était une affirmation d'autorité. Le lendemain, les yeux cernés mais avec une nouvelle détermination, il alla chercher le seul policier du village, qui n'avait pas encore été complètement rongé par l'apathie, l'officier Aguirre. Un jeune homme, du même âge qu'elle, mais qui semblait porter sur ses épaules le poids de 30 ans de déception. Elle le trouva en train de laver sa voiture de patrouille. Elle lui expliqua la situation. Elle lui montra l'article. Aguirre lut le papier, s'essuyant les mains sur son pantalon. Il soupira. Un long soupir, typique du Chiapas. Le soupir de quelqu'un qui sait qu'il va passer une mauvaise journée. « Mademoiselle, vous savez dans quoi vous vous embarquez ?» dit-il à voix basse, regardant autour de lui comme si les murs avaient des oreilles. « Ces gens sont là depuis avant la naissance de mon grand-père. Ils n'ont jamais posé de problème. » Ne pas causer de problème ne signifie pas qu'ils n'en ont pas, répondit Sofia. J'ai juste besoin que vous m'accompagniez, que vous soyez là, que votre uniforme représente la loi que ce document m'accorde. Aguirre secoua la tête. Ici, la loi prend d'autres formes, mademoiselle. Des formes plus anciennes. Le respect du silence des autres est la première. Il y a des enfants là-dedans, monsieur l'agent. Des enfants qui n'existent pas pour l'État. Des enfants qui pourraient être malades, ou pire encore. Cet article me donne le droit de vérifier et vous donne le devoir de me protéger pendant que je le fais. Mulin, le mot « devoir » sembla toucher une corde sensible. Aguirre resta à regarder la colline lointaine, cachée par la brume matinale. Il soupira à nouveau. « D'accord, » dit-il finalement, d'une voix résignée à l'inévitable. « Mais si les choses tournent mal, nous partons. Compris ? » Le vendredi matin, ils remontèrent le sentier. Cette fois, le silence semblait plus dense, plus hostile. Comme si la maison savait qu'il revenait. Et que cette fois, il n'accepterait ce pas de « non » comme réponse. Aguirre marchait tendu, la main près de l'étui de son pistolet. Sofia serrait le document officiel dans sa main. Le papier était un bouclier fragile contre une force qu'elle ne comprenait pas. Ils arrivèrent. La maison semblait encore plus vieille, plus voûtée. Sofia se dirigea directement vers la porte et frappa. Fort, sans hésitation. Le grincement. La volée coulissa. L'obscurité. Mais cette fois,
Ce n'était pas un œil, c'était un visage. Le visage complet d'une femme si âgée qu'elle semblait faite de la même terre que la maison. Des cheveux blancs, clairsemés et fins, une peau sillonnée de rides si profondes qu'elle ressemblait à des fissures, et des yeux noirs, sans éclat, comme deux puits. « Nous vous l'avons déjà dit », murmura la voix de Feuille morte. « Nous n'avons besoin de rien. »« Je ne viens pas vous faire d'offre, » dit Sophia, sa propre voix lui paraissant étrange, métallique. Elle tint le papier contre l'ouverture. « J'ai un ordre du ministère de la Santé. Je dois vérifier les conditions sanitaires et l'état des mineurs qui vivent dans cette propriété. » La vieille femme ne regarda pas le papier. Son regard se fixa sur les yeux de Sophia. Ce fut un regard long, lourd, qui semblait l'évaluer non pas en tant que personne, mais en tant que menace. « Il n'y a pas de mineurs ici, » dit la vieille femme. La phrase était un verdict. Mais à ce moment précis, un bruit se fit entendre depuis l'intérieur de la maison. Un bruit sourd, suivi d'un gémissement aigu et bref, comme celui d'un petit animal sur lequel on marche. Ce bruit fut un catalyseur. Les yeux de Sophia croisèrent ceux d'Aguirre. L'officier, qui jusqu'alors semblait sur le point de faire demi-tour, serra la mâchoire. Il acquiesça. Une fois. « Avec votre permission, » dit Sophia, et avec le poids non pas de son corps, mais de la loi qu'elle représentait, elle poussa la porte. La porte n'avait pas de verrou. Elle n'en avait jamais eu besoin. Elle céda dans un long gémissement plaintif, comme si elle expirait 70 ans d'enfermement. Et l'obscurité les engloutit. La première chose qu'ils remarquèrent fut l'odeur. Un mur invisible qui leur frappa le visage. Une odeur aigre, dense, impossible à définir. Ça sentait la poussière ancienne, l'humidité qui remontait le long des murs, la sueur humaine non lavée, les vêtements humides qui ne sèchent jamais. Et sous tout cela, une note sucrée, nauséabonde. L'odeur de la chair en décomposition, l'odeur de la vie qui pourrit dans un espace clos. Aguirre porta une main à son nez, étouffant un haut le cœur. Sophia sentit son estomac se retourner, mais elle força ses poumons à accepter cet air vicié. Ses yeux mirent du temps à s'habituer à la pénombre. La maison était une seule et grande pièce, une grotte artificielle. Les quelques fenêtres étaient recouvertes de tissus épais et sales, ne laissant passer que de minces rayons de lumière qui coupaient la poussière en suspension dans l'air comme des sabres dorés. Et dans cette pénombre, il y avait des silhouettes. Des silhouettes assises sur des chaises branlantes, sur le sol en terre battue, adossées contre les murs. Elles ne bougeaient pas. Elles ne faisaient aucun bruit. Au début, Sophia pensa qu'il s'agissait de paquets, de mannequins. Mais alors, l'une d'elles bougea. Un jeune homme, assis dans un coin, commença à se balancer lentement, d'avant en arrière. Et Sophia le vit. Elle vit le visage de l'homme, et elle ressentit un vertige si profond qu'elle dut s'appuyer contre le cadre de la porte. Le visage. Elle regarda une autre silhouette. Une femme d'âge moyen, le regard perdu dans le plafond. Le même visage. Elle regarda un vieil homme, aussi voûté que la matriarche, assis près de la cheminée éteinte. Le même visage, des sourcils épais, une mâchoire carrée, des yeux enfoncés, la même expression d'absence totale. C'étaient des variations, des échos, des reflets déformés dans une mare d'eau sale. Mais c'était indéniablement le même modèle de base. « Mon Dieu !» murmura Aguirre. Le mot se perdit dans l'air dense. Sophia sentit un froid lui monter des pieds. Le sol en terre semblait lui voler la chaleur de son corps. Elle dut faire un effort conscient pour respirer. Le gémissement.
elle l'avait oublié. Appalant, comme si elle marchait sur un sol en verre, elle s'avança dans la pièce. Les silhouettes ne la suivirent pas du regard. Leurs yeux restaient fixés sur le vide. Le bruit venait d'une pièce au fond, séparée du reste par un rideau de chiffon. Elle l'écarta. L'obscurité y était presque totale. L'odeur était encore plus forte. Et sur le sol, elle vit 3 petites silhouettes. C'étaient des enfants. Le plus grand, un garçon d'environ 7 ou 8 ans, était assis, les genoux contre la poitrine. À côté de lui, une fillette d'environ 5 ans. Et un peu plus loin, un paquet enveloppé dans des chiffons qui devait être un bébé. Tous 3 levèrent les yeux vers elle, en même temps. Ils avaient, c'est tout, les mêmes grands yeux sombres dans des visages pâles. Le même visage. Le visage de Mendes en miniature. Sofia sentit son cœur se briser. Elle s'agenouilla lentement. « Bonjour », murmura-t-elle. Sa voix résonna comme un sacrilège dans ce silence. « N'ayez pas peur. » La fillette de 5 ans la fixa du regard. Elle inclina la tête et ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit de sa gorge. Pas même un sanglot. Seul un clic se fit entendre, un son guttural, sec et rapide. Clic. Comme celui d'une branche qui se brise. Elle répéta le mouvement. Clic, clic. Et le garçon plus âgé lui répondit, avec un autre son, un léger claquement de langue contre le palais. Ce n'était pas du langage, c'était autre chose. Du mimétisme acoustique, le son de la maison, le craquement du bois, le goutte à goutte de l'eau, le langage de l'enfermement. Sofia porte une main à sa bouche, luttant contre une vague de nausée. L'horreur avait un son, et c'était celui-là. Elle se leva, titubant en arrière, sortant de la pièce. C'est alors que la matriarche, qui était restée immobile près de la porte, bougea. Elle marcha jusqu'au centre de la pièce. Sa silhouette voûtée devint le centre de cet univers malsain. Elle ne cria pas. Elle ne murmura pas. Elle prononça simplement un mot. Un seul. Le mot qui était le début et la fin de tout. Mendes. Et comme si un interrupteur invisible avait été actionné, toutes les silhouettes dans la pièce, toutes les statues de sel, tournèrent la tête. À l'unisson. Avec une lenteur mécanique, automatique. Une douzaine de paires d'yeux vides, une douzaine de visages identiques, se fixèrent sur la vieille femme. Ce n'était pas une famille répondant à un appel, c'était un seul corps avec plusieurs têtes. Un organisme collectif réagissant à un stimulus. Sofia eut le souffle coupé. La véritable horreur n'était pas l'inceste, ni la saleté, ni l'isolement. C'était ça, l'anéantissement complet de l'individu. Dans cette maison, il n'y avait pas de personne. Il n'y avait que des copies. Il n'y avait que Mendes. Ce n'était pas un nom de famille. C'était un fléau. Le silence qui suivit le mot Mendes fut le plus terrifiant de tous. C'était un silence plein d'attente. La douzaine de corps s'était déplacés comme un seul, et maintenant ils restaient dans un calme absolu, les visages tournés vers la matriarche. Ils attendaient un ordre, un signe. L'officier Aguirre, le visage pâle et en sueur, réagit enfin. Il recula lentement vers la porte, sortit sa radio et parla d'une voix tendue et brisée. « Base, ici Aguirre. J'ai besoin d'une aide urgente sur la colline d'El Silencio. Et d'ambulance. Envoyez toutes celles que vous avez. Et je ne sais pas quoi d'autre. Venez, c'est tout. » Alors que le monde extérieur, avec ses sirènes et ses protocoles, commençait sa lente ascension de la colline, Sofia s'effondra. Elle ne tomba pas par terre, mais ses jambes se dérobèrent de sous elle,
et elle s'assit sur une marche en pierre près de la cheminée éteinte. L'air était irrespirable, mais elle ne le remarquait plus. Son esprit essayait de comprendre une horreur pour laquelle il n'avait pas de catégorie. La matriarche, comme si elle sentait que le temps de son monde touchait à sa fin, s'approcha d'elle. Elle ne la regardait pas avec hostilité, mais avec un calme étrange et désolant, comme quelqu'un qui va remettre les clés d'une propriété qui a été expropriée. Elle se tint debout devant Sophia, silhouette spectrale dans la pénombre. Et elle se mit à parler. Sa voix était toujours un murmure de feuilles mortes, mais elle avait désormais un rythme. Le rythme d'une histoire racontée 1000 fois. La seule histoire que cette maison connaissait. Tout a commencé avec lui. Le premier. Il s'appelait Ismael Mendez. C'est lui qui a donné son nom à cette colline, et il l'a plantée, comme une graine. Il était venu en fuyant. Le bruit, la guerre, la révolution comme on l'appelait. Il l'appelait le massacre des noms. Il disait que les hommes partaient à la guerre en criant le nom d'un général et mouraient en murmurant le leur. Il disait que les noms étaient la première balle qui vous était tirée dessus. Il cherchait un endroit où personne ne pourrait le nommer. Un endroit où son prénom, Ismaël, pourrait mourir, mais où son nom de famille, Mendes, pourrait vivre pour toujours. Comme une montagne. Il a construit cette maison, de ses mains, avec la boue de cette colline. Il voulait que la maison fasse partie de la terre, indiscernable. Il est resté seul pendant 10 ans, une décennie. Le silence le rendait fou. Mais c'était un silence vide. Il voulait un silence plein, plein de lui-même. Un jour, la faim l'a poussé à descendre au village. Et il l'a vue. Elle s'appelait Elena. Elle n'avait personne. Elle était comme lui, une feuille morte, mais jeune. Ses parents étaient morts dans une épidémie. Elle nettoyait les sols pour un plat de haricots. Il ne lui parle pas d'amour. Il lui parle de sécurité, d'un toit, de repas chauds, et il l'a acheté. Le curé du village l'a vendu pour le prix de 2 cochons et la promesse qu'il la remettrait sur le droit chemin. Le curé croyait qu'Ismaël était un ermite pieux. Il l'a amené ici, dans son silence. La première nuit, alors qu'elle tremblait dans un coin, il prit un tison dans le feu. Il s'approcha du mur et écrivit sur la daube « Mendes ». Puis, il la regarda et lui dit « Tu n'es pas Elena. Ce nom est mort au village. Ici, tu es ma femme. Ici, tu es Mendes. » Elle pleura pendant une semaine. Elle pleurait en silence pour qu'il ne l'entende pas. Mais la maison lui racontait tout. Au bout de 8 jours, elle cessa de pleurer et elle commença à oublier son propre visage. Ils eurent un enfant, un garçon. Ismaël, le premier, le prit dans ses bras. Le bébé ouvrit les yeux et il se vit lui-même. Un écho parfait. Il l'appela Ismaël, Ismaël Mendes, le second. L'idée prit racine dans son esprit. Une idée terrible et puissante. Si tous s'appelaient de la même manière, s'ils avaient tous le même visage, comment le monde extérieur pourrait-il les distinguer? Comment le massacre des noms pourrait-il les emporter? Il était en train de créer une forteresse, un clan qui n'était qu'un seul homme. Ils eurent 5 autres enfants. Il appela les garçons Ismaël, les filles Elena, et tous Mendes. La première Elena, celle qu'il avait achetée, n'a pas fait long feu. Elle s'est éteinte peu à peu, comme une bougie dans une pièce sans air. Ses yeux ont perdu tout leur éclat. Un jour, elle ne s'est tout simplement pas réveillée. Ismaël l'enterra derrière la maison. Sans croix, sans un mot, juste une pierre pour marquer l'endroit.
comme on marque la tombe d'un animal. Cette nuit-là, il s'assit près du feu et regarda sa fille aînée, Helena, la deuxième. Elle avait 14 ans. Elle avait le visage de sa mère, mais son regard à lui. Il l'appela. Elle s'approcha, tremblante. Il prit son visage entre ses mains et lui dit « Ta mère est partie, mais Mendes doit continuer. Tu es désormais la femme de la maison. Tu es désormais Helena Mendes. » Et le cercle se referma. Le sang se replia sur lui-même, cherchant son origine. La matriarche fit une pause. Elle regarda ses mains noueuses et déformées. « Je suis la fille de cette union, » dit-elle sans émotion. « Mon père était mon frère. Ma mère était ma grand-mère. Et mon grand-père était mon Dieu. » La folie d'Ismaël ne se manifestait pas par des cris. C'était une folie architecturale. Il concevait une nouvelle espèce humaine. Une espèce composée d'un seul individu. Les premiers enfants issus de ces unions internes étaient différents. Ils naissaient silencieux. Leurs yeux n'avaient pas la curiosité des bébés. Ils avaient un calme séculaire. Ismaël y voyait une victoire. Le sang se purifiait. Il se nettoyait des souvenirs du monde extérieur. Le langage commença à disparaître. À quoi servirent les mots, si tout le monde pensait la même chose? Un geste, un regard, un son. C'était plus que suffisant. Les mots sont pour les étrangers. Il nous a enseigné une seule loi. Être un. Une seule interdiction. Ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. Il nous a enseigné que le véritable amour consistait à regarder le visage d'un frère, d'un enfant, d'une épouse, et à y voir son propre visage. L'annulation du moi comme acte suprême d'amour familial. Il nous a raconté des histoires sur le monde extérieur. Un lieu bruyant, plein de mensonges, de noms qui vous sont donnés pour vous utiliser et vous jeter. Un endroit où les gens sont seuls dans la foule. Ici, dit la vieille femme, et son regard parcourut la pièce remplie de ses proches immobiles. Personne n'est seul. Jamais. Sophia ressentit un vertige qui allait au-delà de l'horreur physique. C'était un vertige philosophique. La logique de la folie était impeccable, terriblement cohérente. Ils avaient créé un paradis pour se protéger d'un enfer, et ce faisant, ils avaient construit un enfer bien pire. « Et vous ?» murmura Sophia. « Vous n'avez jamais voulu sortir ?» La vieille femme la regarda. Et pour la première fois, Sophia vit une fissure dans son masque de calme, un tremblement presque imperceptible sur sa lèvre inférieure. « Une fois, » dit-elle, et sa voix baissa encore plus. « Quand j'étais jeune, j'ai vu un homme à la lisière de la forêt, un géomètre. Il avait un visage que je n'avais jamais vu. Des yeux qui n'étaient pas les miens. Il a souri, un sourire qui n'était pas le mien. Pendant toute une nuit, j'ai rêvé de ce sourire. J'ai souhaité être quelqu'un d'autre. J'ai souhaité qu'il me donne un nouveau nom. Le lendemain matin, je l'ai raconté à mon père. C'était mon devoir. Mon père, l'un des Ismaël, ne m'a pas frappé. Il a fait pire. Il m'a emmené dans la chambre où dormaient mes petits frères. Il m'a forcé à m'asseoir et à les regarder pendant 3 jours et 3 nuits. Sans manger, sans boire. « Regarde-les, » me disait-il. « Ils sont toi. Leur faim est ta faim. Leur peur est ta peur. Si tu pars, une partie d'eux meurt. Si tu veux être quelqu'un d'autre, tu les assassines. » Au 3e jour, j'ai compris. La culpabilité était un boulet plus lourd que n'importe quelle chaîne. J'ai compris que la liberté était un mensonge. La seule vérité était d'être soi-même. Les sirènes n'étaient plus un écho lointain. C'était un cri aigu qui grimpait la colline, déchirant le silence.
le monde des noms, le monde des sourires étranges. Elle venait les réclamer. La matriarche se redressa. Son dos voûté sembla se redresser un instant. Ismaël, le premier, est mort il y a 40 ans. Il s'est assis sur cette chaise, dit-elle en montrant une chaise vide près de la cheminée. Et il s'est simplement éteint. Mais sa loi n'est pas morte avec lui. Nous l'avons maintenu en vie. Jusqu'à ce que vous frappiez à la porte. L'arrivée du monde extérieur fut une invasion silencieuse, mais brutale. Il n'y eut pas de violence physique, mais une violence procédurale. Les ambulanciers et les policiers, formés pour gérer des crises bruyantes, ne savaient pas comment faire face à une catastrophe silencieuse. Ils sont entrés dans la maison avec une efficacité qui était en soi une forme d'agression. Leurs pas fermes, leurs voix claires et leurs puissantes lampes torches ont profané un sanctuaire de pénombre qui était resté intact pendant 70 ans. Les Mendez n'ont pas résisté. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas supplié. Ils se sont simplement laissés toucher, guider, soulever. Leur corps était docile, malléable. Mais leurs âmes étaient absentes. Leurs yeux, tous identiques, regardaient à travers les uniformes, à travers les murs, vers un point dans l'espace-temps qu'eux seuls connaissaient. Ils les ont emmenés un par un. 17 personnes. 17 variations d'un même visage, clignant des yeux sous la lumière directe du soleil. Une lumière qui, pour eux, n'était pas la vie, mais une attaque. L'air frais de la montagne ne remplissait pas leurs poumons. Il les brûlait. Le chœur des voix étranges, des radios et des moteurs n'était pas une communication. C'était une cacophonie insupportable qui menaçait de briser leur esprit. Sophia les observait de loin, aux côtés d'Aguirre qui n'arrêtait pas de secouer la tête, comme s'il essayait de se réveiller d'un mauvais rêve. Le cœur de Sophia était en proie à une guerre civile. Une partie d'elle ressentait la victoire poignante de la justicière. Elle avait brisé le cycle, elle avait ouvert la cage. Mais une autre partie, qui grandissait à chaque seconde, ressentait une désolation écrasante. Les libérer pour quoi faire? Dans quel monde les livrait-elle? La première réponse vint immédiatement. Le système, ce géant paresseux qui avait refusé de bouger, se réveillait maintenant avec une férocité organisationnelle. Le protocole, ce mot sacré et vide de sens, fut activé. Et la première chose que fit le protocole fut de les séparer. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Les enfants, dans une ambulance spéciale, comme si le simple fait d'être ensemble était à l'origine de la maladie, et non son seul remède connu. Sophia a vu 2 jeunes gens, des jumeaux identiques, ou peut-être des cousins qui avaient fusionné en un seul, avec le même visage inexpressif. On les faisait monter dans 2 ambulances différentes. L'un d'eux a tourné la tête, cherchant l'autre. Un spasme, une microseconde de pure panique, a traversé son visage vide avant de disparaître. Ce fut la seule fissure dans le masque. Sophia courut, trébuchant sur les pierres, vers un ambulancier corpulent qui s'apprêtait à fermer l'une des portes. « Attendez !» haleta-t-elle. « Vous ne pouvez pas les séparer. Ils doivent partir ensemble. » L'ambulancier la regarda sans la voir. Son visage était celui d'un homme qui a vu trop de tragédies et qui a décidé de ne plus rien ressentir. « Protocole, mademoiselle. Les mineurs vont à l'hôpital pour enfants. Les adultes à l'hôpital général. C'est la règle. » Mais ils ne sont pas la règle. Ce n'est pas une famille normale. Ils forment une unité. Les séparer maintenant, c'est comme leur arracher la peau. Vous ne pouvez pas comprendre. L'homme ne discuta pas. Il se contenta de fermer la porte.
Le bruit métallique et sec résonna dans la clairière. C'était le son de la première sentence. Il se tourna vers elle, le regard vide de toute émotion. « Écoutez, mademoiselle. Assistante sociale, c'est ça? Je comprends votre inquiétude. Mais chacun s'occupe de ses affaires. Faites vos rapports, remplissez vos formulaires. Nous transportons les patients. » Et il s'éloigna, la laissant avec les mots coincés dans la gorge et un goût de cendre dans la bouche. Elle ressentit la première piqûre glaciale d'une vérité insupportable. Les faire sortir de la maison n'était pas la fin de l'horreur. C'était le début d'une horreur différente. Une horreur avec des en-têtes officielles, des horaires, des formulaires en triple exemplaire. Une horreur impersonnelle, efficace et, pour cette raison même, infiniment plus cruelle. L'hôpital général était un labyrinthe de couloirs blancs et d'odeurs de désinfectants. Les Mendez, assis sur des brancards alignés dans les couloirs, étaient des taches de terre et de silence dans un monde de propreté et de bruit. Ils étaient devenus une attraction morbide. Les infirmières, les médecins, les aides-soignants, voire d'autres patients, passaient à côté d'eux et ralentissaient pour les observer. Ils les regardaient comme on regarde des animaux exotiques dans un zoo, avec un mélange de curiosité scientifique, de pitié et de profonde répulsion. Sophia, se sentant leur seule traductrice, leur seul pont vers ce nouveau monde, chercha le médecin responsable, le docteur Ramirez. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'une blouse impeccable et dont les yeux ne regardèrent pas les personnes, mais les symptômes. Sophia lui expliqua tout. L'histoire du grand-père Ismaël, les 70 ans d'isolement, le langage des clics, l'identité collective. Elle parlait avec une urgence désespérée, essayant de lui faire comprendre qu'il ne s'agissait pas de 17 patients, mais d'un seul patient avec 17 corps. Le médecin l'écoutait tout en signant une pile de papier, sans lever les yeux. Il acquiesçait machinalement. « Fascinant », dit-il finalement en tournant une page. Un cas d'endogamie extrême unique dans la littérature médicale moderne. Nous avons déjà prélevé des échantillons sanguins sur tout le monde. Nous allons procéder à un séquençage génétique complet. Cela pourrait faire l'objet d'une publication importante. L'université sera très intéressée. « Docteur, » dit Sophia, la voix tremblante d'une frustration qu'elle pouvait à peine contenir. « Avec tout le respect que je vous dois, ce ne sont pas des publications. Ce sont des êtres humains. Ils sont terrifiés. Ils ne comprennent pas où ils sont. Pourquoi on leur fait des piqûres? Pourquoi ils sont séparés? » Le docteur leva enfin les yeux. Son regard était froid, analytique, comme celui d'un entomologiste observant un insecte rare. « Miss Mendoza, mon travail consiste à les stabiliser physiquement. Et c'est ce que je fais. Ils présentent des cas graves de malnutrition, de déshydratation, de parasites et diverses maladies génétiques récessives. La partie émotionnelle, dit-il en prononçant ce mot comme s'il s'agissait d'un concept étranger, relève de votre département, psychologie, assistance sociale. Mon devoir est médical. » Il lui tendit un dossier volumineux. Voici les diagnostics préliminaires et les plans de traitement. Je demande à votre service d'organiser leur transfert vers un établissement adapté dans les plus brefs délais. Ils occupent 17 lits dont j'ai besoin pour les urgences réelles. Sophia prit le dossier. Ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit. Il y avait des pages et des pages de termes qu'elle ne comprenait pas, de chiffres, de résultats de laboratoire. Les Mendez avaient été démantelés. Leur tragédie, leur histoire, leur douleur
avait été traduite dans le langage froid et objectif de la science. Réduits à des données. Le système ne les considérait pas comme les victimes d'une folie. Il les considérait comme un problème logistique. Les semaines suivantes furent une descente aux enfers bureaucratiques. Sophia devint une balle humaine, rebondissant entre les bureaux gris. Ministère public. DIF. Droits de l'homme. Commission d'État pour la santé mentale. Chaque porte la menait à un nouveau bureau, à un nouveau fonctionnaire, à un nouveau formulaire, à une nouvelle façon de dire non. Au ministère public, un jeune procureur ambitieux l'a reçu dans un bureau avec vue sur la ville. L'air sentait le café cher et le cynisme. Voyons voir. Laissez-moi comprendre, a-t-il dit en tapant rapidement sur son ordinateur portable. 70 ans d'inceste systématique, de privation de liberté, d'abus psychologiques. C'est une affaire pénale très intéressante. Le problème, mademoiselle, fit-il une pause et la regarda avec un petit sourire, c'est que nous n'avons personne à accuser. Comment ça, personne ? Répondit Sophia. La matriarche a avoué le système imposé par le grand-père. Exactement. Le grand-père est mort. On ne peut pas juger un cadavre. La matriarche est, d'un point de vue juridique, autant victime que coupable. Et les autres ? Il eut un petit rire sec. Les autres sont légalement irresponsables. Pour commettre un crime, il faut avoir l'intention, être conscient du caractère illicite de l'acte. Ces personnes n'ont aucune notion de la loi, du bien, du mal, ni même du moi. C'est comme vouloir juger une meute de loups pour avoir chassé un mouton. Mais il doit y avoir justice, une forme de réparation, implora Sophia. L'avocat se pencha en arrière, joignant les mains derrière la tête. La justice, mademoiselle Mendoza, est un concept très bourgeois. Il suppose que nous jouons tous selon les mêmes règles. Eux jouaient à un jeu complètement différent, sur un autre échiquier. Le mieux que nous puissions faire est d'engager une procédure d'interdiction afin de les déclarer officiellement incapables. L'État assumera alors leur tutelle. C'est un long processus. Vous devrez remplir le formulaire 34C et ses annexes, joindre tous les rapports médicaux et psychiatriques et le présenter au greffe. La réponse prendra entre 6 et 8 mois. Sophia est sortie de ce bureau avec le sentiment de manquer d'air. Le système ne recherchait pas la justice. Il recherchait une catégorie juridique dans laquelle classer l'horreur. Sa prochaine étape fut le DIF, l'Agence de protection de l'enfance. Elle y rencontra Carmen, une assistante sociale d'une 60aine d'années, au regard aussi usé que le mobilier de son bureau. Carmen, elle, l'écouta. Dans ses yeux, Sophia vit le reflet de sa propre frustration, mais multiplié par 30 ans de service. Les enfants, soupira Carmen en ouvrant un dossier usé. Ils sont le véritable cœur brisé de cette histoire. Elle lui montra une vidéo tremblante enregistrée avec son téléphone portable. C'était la petite Mendez. On l'avait mise dans une aire de jeu pleine de couleurs vives et d'autres enfants qui couraient et criaient. Elle était dans un coin, dos à tout le monde, se balançant rythmiquement. Et elle faisait ce bruit. Clic, clic, clic. Un appel à un foyer qui n'existait plus. Un langage que personne dans ce monde ne pouvait comprendre. Encore les psychologues disent qu'il s'agit d'un cas de traumatisme complexe et de privation sensorielle sans précédent, expliqua Carmen. Ils disent qu'avec des années de thérapie intensive, peut-être, ils parviendront à développer un langage fonctionnel, mais ils ne pourront jamais se construire une identité propre. Leur « moi » a été conçu pour être collectif. Et en attendant ? Demanda Sophia, la gorge serrée. En attendant,
Ils posent un problème de placement, répondit Carmen avec une honnêteté brutale. Aucun foyer n'est équipé pour gérer une telle situation. Ce sont des cas particuliers. Cas. Et dans le jargon bureaucratique, cas particulier signifie cas dont personne ne veut. Pendant des jours, Sofia n'a pas abandonné. Elle a parlé à des psychologues, à des thérapeutes, à des pédagogues. Elle a élaboré un plan, une proposition détaillée. Un petit centre, une maison de transition, uniquement pour les Mendez. Un endroit où ils pourraient rester ensemble, où la séparation serait progressive, où l'on tenterait de traduire leur monde dans le nôtre, plutôt que de le détruire. C'était un plan humain, plein d'espoir. Elle retourna au bureau de Carmen avec sa proposition sous le bras. Carmen la lut, et pour la première fois, Sofia vit une étincelle d'émotion dans ses yeux fatigués. Ça pourrait marcher, murmura Carmen. C'est la bonne chose à faire. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit sans prévenir. C'était le directeur du DIF, un homme en costume, dont le seul intérêt semblait être sa prochaine promotion. Il regarda les papiers de Sofia avec dédain. « Vous continuez à vous occuper de l'affaire Mendez ?» dit-il en bâillant sans dissimulation. Il s'adressa à Carmen, ignorant complètement Sofia. « Madame Mendoza, cette affaire ne relève plus de notre compétence. Les mineurs ont été déclarés personnes sans identité parentale vérifiable. Ils relèvent donc désormais des personnes disparues. Cela relève d'une autre agence. Que mademoiselle remplisse le formulaire 2B au bureau du procureur chargé des personnes disparues. » Il se retourna et s'en alla, laissant derrière lui un silence lourd et glacial. Le système ne cherchait pas à guérir. Il cherchait à refiler le problème à quelqu'un d'autre. Le classer, le reclasser, et le reclasser encore, jusqu'à ce qu'il se perde dans le labyrinthe. Sofia sortit du bureau. Elle s'adossa contre le mur du couloir. L'odeur de chlore et de vieux papier lui retourna l'estomac. Le bourdonnement des néons lui perçait le cerveau comme une perceuse. Elle avait lutté contre le silence d'une famille de fous sur une colline. Et elle avait gagné. Maintenant, elle luttait contre le bruit d'une légion de gens sains d'esprit dans leur bureau. Et elle était en train de perdre de manière écrasante. Elle se rendit compte que le système n'était pas un monstre. Un monstre a un visage, on peut le combattre. Le système était un brouillard dense, froid et sans visage, qui enveloppait tout. Il ne vous attaquait pas de front. Il vous épuisait simplement, vous désorientait, vous faisait vous sentir si petit et si impuissant qu'au final, la seule option sensée semblait être de s'asseoir et de laisser le brouillard vous recouvrir aussi. Ce soir-là, dans son petit appartement, il se regarda dans le miroir. Et pour la première fois depuis son arrivée au Chiapas, elle pleura. Elle pleura pour les Mendes. Elle pleura pour la petite fille du clic. Et elle pleura pour elle-même. Pour la jeune idéaliste qui avait gravi cette colline en croyant pouvoir changer les choses. Elle avait ouvert la cage. Et elle n'avait réussi qu'à faire transférer ses occupants dans une cage plus grande, plus froide et beaucoup plus solitaire. 2 ans ont passé. 2 ans, c'est une éternité dans le monde des dossiers. Et un instant dans le temps de la montagne. La maison des Mendez n'existe plus. Un matin, une équipe de démolition a gravi le sentier. Ils avaient un ordre signé. Danger sanitaire et structurel. En 3 heures, 70 ans de silence, d'écho et de folie méthodique ont été réduits à un tas de briques et de bois éclatés. Aujourd'hui, si vous montez sur la colline, vous ne trouverez qu'une clairière dans la végétation. Un trou rectangulaire que l'herbe et les plantes grimpantes commencent à envahir. La nature, avec son infinie patience, efface la cicatrice.
Mais les histoires sont plus tenaces que la terre. Les échos ne peuvent être détruits par des machines lourdes. Ils restent suspendus dans l'air, attendant que quelqu'un les entende. Sophia ne travaille plus pour le gouvernement. Elle a tenu 6 mois de plus. 6 mois de réunions inutiles, d'appels sans réponse, de formulaires perdus dans les limbes bureaucratiques. Un après-midi, alors qu'elle remplissait le formulaire 87F pour demander un soutien psychologique extraordinaire. Pour les enfants Mendes, elle s'est arrêtée. Elle a regardé le papier. Elle a regardé le stylo dans sa main. Et elle a compris. Il a compris que le système n'était pas conçu pour résoudre des problèmes comme celui des Mendes. Il était conçu pour les contenir, pour les gérer jusqu'à ce qu'ils deviennent statistiquement insignifiants. Il s'est levé, a posé le stylo sur le formulaire à moitié rempli, a pris son sac et est sorti du bureau. Il n'y est jamais revenu. Elle dirige aujourd'hui une petite ONG qu'elle a fondée avec l'aide de 2 médecins et avocats qui avaient eux aussi quitté le système. Ils travaillent dans les communautés de la Sierra. Ils n'ont pas de bureau climatisé. Ils ont une vieille camionnette et un profond respect pour le silence des gens. Parfois, lorsque le vent du nord souffle sur la vallée, Sophia s'arrête et écoute. Et elle jure que, très loin, elle peut entendre l'écho d'un clic. Les Mendez, en tant que clan, ont cessé d'exister le jour où ils ont été chassés de leur maison. Le système, dans son désir de les aider, les a anéantis. Ils ont été dissous comme un morceau de sucre dans un océan d'indifférence. La matriarche, la dernière Helena qui se souvenait de la loi du premier, est morte 6 mois plus tard dans un hôpital psychiatrique. Le rapport officiel a mentionné une défaillance cardio-respiratoire. La seule infirmière qui osait entrer dans sa chambre a dit qu'elle avait simplement cessé de respirer. Comme si elle avait décidé que cela ne valait plus la peine de faire l'effort. Elle est morte seule, dans un lit stérile, sous une lumière qui ne s'éteignait jamais. Les hommes et les femmes adultes, déclarés incapables, ont été répartis dans divers refuges et asiles de l'État. Certains, les plus jeunes, se sont enfuis. Ils font désormais partie du paysage anonyme des grandes villes. Des fantômes au visage identique, dormant dans les porches, mendiant avec un regard vide, sans prononcer un mot. Ils sont invisibles d'une nouvelle manière, l'invisibilité de la détresse urbaine. D'autres, les plus âgés, restent dans les foyers. Ils s'assoient sur des chaises en plastique pendant des heures, des jours, des mois. Ils regardent le mur. Ils ne participent pas aux activités. Ils ne répondent pas aux soignants. Ils existent, tout simplement. Ils s'éteignent lentement, comme des braises oubliées sous la pluie. Et les enfants ? Les enfants sont la note finale et la plus discordante de cette symphonie d'horreur. L'État, dans son infinie sagesse, a décidé que le mieux pour eux était l'intégration individualisée. Ils ont été séparés. Ils se trouvent dans différents foyers d'accueil, du DIF, à des centaines de kilomètres les uns des autres. L'aîné, celui qui a répondu au clic de sa sœur, a commencé à parler. Les psychologues célèbrent cela comme un grand progrès. Mais ce n'est pas un progrès, c'est une défaite. Ils n'utilisent pas les mots pour communiquer, ils les accumulent. La nuit, dans la solitude de son lit superposé, les soignants l'entendent voix basse murmurer la liste des mots qu'il a appris. Table, chaise, eau, nourriture, jeu, dehors. Il ne construit pas de phrases, il récite un inventaire. Ce sont les barreaux de sa nouvelle cage, et il les compte, un par un. La petite fille, celle qui faisait clic, ne fait plus ce bruit. Ce son était un appel, et personne n'a répondu. Elle est désormais complètement muette. Elle passe ses journées assise dans un coin de la cour, arrachant des brins d'herbe. Elle les aligne sur le sol,
en motifs complexes qu'elle seule comprend. Peut-être essaie-t-elle de reconstruire la carte de son monde perdu, ou peut-être que ses doigts se souviennent simplement d'un langage que sa voix a oublié. Le bébé, le petit paquet de haillons, a été adopté par un couple de la capitale. Ils pensent que c'est un enfant difficile, avec des problèmes d'attachement. Ils n'ont aucune idée que dans ses veines coule l'histoire de 70 ans de silence. Il grandira dans un monde de noms, de sourires et d'étreintes, mais il ressentira peut-être toujours le froid d'un écho qu'il ne peut nommer. Sophia est allée rendre visite à la petite fille une fois, il y a 1 an. Elle lui a apporté une petite pierre lisse trouvée dans la rivière. Elle l'a mise dans sa main. La petite fille l'a regardée. Ses yeux, les yeux de Mendes, ont semblé se focaliser pendant un instant. Ils ont vu Sophia. Elle l'a vraiment vue. Et dans ce regard, il n'y avait pas de gratitude. Il y avait une accusation. Profonde, silencieuse et éternelle. « Tu nous as brisés », disaient ses yeux. « Tu nous as ouvert la porte de l'enfer. » La tragédie des Mendez n'était pas l'inceste. Ce n'était pas la folie d'un patriarche. Ce n'était pas l'isolement. La tragédie a été de découvrir que le monde qui les avait sauvés n'était qu'une version plus grande, plus bruyante et plus efficace de la même solitude. Nous leur avons enlevé leur enfer sur mesure, leur enfer familial. Et en échange, nous leur avons donné le nôtre. L'enfer standardisé, bureaucratique et anonyme de la modernité. Je ne sais pas lequel des deux est le pire.